100 000 soldats de l'armée Condé, postés sur la ligne Maginot, se replient vers Saint-Dié. Ils se retrouvent coincés dans une souricière. Certains résistent, d'autres se rendent et se font déporter dans des stalags qui sont des camps de prisonniers. C'était un endroit où il y avait énormément de soldats français. Il y a eu énormément de soldats faits prisonniers dans la région de Saint-Dié, puis les Rougeaux. Et là, il y avait énormément de soldats français, c'était un peu la débâcle. Il y avait énormément de truites dans la Meurthe. Il lâchait des grenades dans la Meurthe et les truites se retrouvaient le ventre en l'air et il se faisait à manger comme ça avec ces truites. C'était vraiment incroyable. Le gouvernement français signe l'armistice, on arrête les frais et les Allemands occupent donc une partie de la France et en particulier, puisqu'on va parler surtout de Saint-Dié, donc les départements situés le plus près de l'Alsace et de la Moselle qu'ils ont récupérés et qui réintègrent le Reich, qui réintègrent l'Allemagne. Premiers actes de résistance. On cache des drapeaux, on récupère des armes jetées par les soldats français. Des filières d'évasion se mettent en place. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Et j'étais vraiment très ému, à la fois ému et admiratif de ce qu'une dame a pu faire à cette époque-là. Et surtout qu'il faut bien savoir que l'époque qu'elle a vécue était quand même une époque totalement différente de ce qu'aujourd'hui on peut vivre. Aujourd'hui nous vivons dans une quiétude totale, c'est par rapport à ça. Le danger était permanent, la suspicion devenait de plus en plus forte à l'approche des Alliés. La FEL de gendarmerie surveille les habitants pour éviter les attentats. J'allais en vélo donner par exemple des ordres à les résistants qui étaient montés à Raon, au Bonsa, à Armirmont, portaient des ordres de ce qu'eux devaient faire ou pas. Alors j'allais à Bruyères aussi, contacter quand il y avait des choses à faire sur Bruyères et tout. Ils étaient montés au maquis. Ça, c'était encore aussi une chose effrayante, ce maquis, parce que je les ai vus une fois dans Saint-Dié, ils étaient tous avec des rucksacks sur le dos, les Allemands qui se baladaient là au milieu. Je me disais, mais ils sont fous, ils sont fous. Et ils sont tous montés au Jacques, 8 jours, pas d'armes, rien. Ils sont redescendus au bout de 8 jours, et à cause de ces 8 jours, il y en a qui ont été pris par la Gestapo, qui sont venus les chercher, qui les ont emmenés. Ils sont partis à Dachau. Quelqu'un a dit « il démolit ce monument » et tout le monde est allé vérifier et alors on ne pouvait pas s'arrêter. Il y avait des sentinelles qui disaient « circulez, circulez » et puis on ne voyait plus le monument parce qu'ils avaient mis des grandes bâches mais on démolissait le monument. Et on comprend pourquoi, puisque le soldat français écrasait l'aigle allemand. Oui. Il y avait les casernes qui étaient à Saint-Dié, étaient occupées par quelques petites unités allemandes qui venaient en repos de temps en temps après avoir combattu quelque part, mais on voyait quasiment pas d'Allemands dans les rues. C'était à peu près tranquille. Pendant l'occupation, la vie continue presque normalement malgré le rationnement. Les tickets sont obligatoires pour l'alimentation, les vêtements et l'essence. Les fermes des environs, les jardins potagers permettent d'améliorer le quotidien. C'est l'époque du système D, du troc. Le ravitaillement, ce qu'on mangeait, ma foi, s'il pouvait y avoir, s'il pouvait arriver, on n'était pas difficile. Je sais que j'ai fait beaucoup la queue à la boucherie pour avoir pas grand-chose, ce qu'on pouvait. On a eu la chance, nous, mes parents et mes beaux-parents étaient dans le textile, on avait une monnaie d'échange. Alors on pouvait aller dans les fermes. Mon mari allait toutes les semaines, donc il était là en bicyclette, il allait au Valtin et il ramenait du beurre, des œufs, du fromage et tout ce qui s'ensuit. Lequel fromage je ne mangeais pas tellement parce qu'il grouillait d'asticots. Maman était très formidable parce qu'elle a cultivé des jardins dans tout Saint-Dié. Chaque fois qu'elle n'avait plus la possibilité, elle allait ailleurs. Il y avait de la solidarité s'il y avait un coup dur, s'il y avait des blessés, s'il y avait des choses comme ça. Question de nourriture, c'était chacun pour soi.
L'Allemagne manque de main-d'œuvre pour son industrie et ses fermes. Elle utilise les prisonniers de guerre, les déportés, les jeunes du STO et des volontaires. Ah oui, ben les hommes, je sais qu'ils ont été. Ah ben ils avaient été ramassés pour aller à Manem. Parce que là-bas, c'était tous les jeunes. J'ai un petit cousin de la partie. Il avait 16 ans quand il a été emmené en Allemagne. Ils sont partis en Allemagne pour aller travailler dans les usines en Allemagne. À Leonberg, il y avait 2 tunnels dans une espèce de colline, de montagne. Et là-dedans, ils travaillaient tous. C'était épouvantable. Ils travaillaient pour Messerschmitt. Et on avait ramassé à la mairie un Allemand qui était là et qui devait être plus ou moins un chopeau, un surveillant de là-dedans, et qui nous disait qu'ils tombaient comme des mouches parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'aération. Et quand ils étaient morts, on les mettait là. Et là, alors là, il y avait une espèce de tertre énorme, avec une palissade autour de 30 mètres sur 30 mètres ou quelque chose comme ça. Et c'était là qu'étaient enterrés tous les décédés de ce camp, avec de la chaux vive par-dessus, et puis basta. Oh ben oui, il n'y avait plus de bonhomme, ils étaient tous ramassés. À Saint-Dié, on espère être libéré rapidement par les Américains. La résistance armée s'organise. La maquisarde sabote les lignes de chemin de fer pour ralentir les renforts allemands. La répression par la Gestapo et la milice française se durcit. La population subit des représailles. Le 6 juin du débarquement, tout le monde a cru que ça y était et ils se sont réunis du côté de Tintru et là, les Allemands l'ont su et ils ont été les rafler. Ah oui, ça, il y a eu... Oui. Ça a été aussi un mauvais passage, là. Toutes les armées allemandes remontent vers l'est de la France. En septembre, des dizaines de milliers de soldats sont dans les Vosges. Ce site montagneux est facile à défendre. La frontière avec l'Allemagne est toute proche. Toute la France avait comme direction de point de ralliement Nars-Saint-Dié. Alors là, on en a vu déferler des militaires et plus encore des civils, voitures civiles, voitures particulières et certainement des voitures ou volées ou réquisitionnées, et qui sont venus se loger chez l'occupant. Donc réquisitionnant, et il y en a eu au moins 2 ou 3 qui sont venus s'installer à la maison. Le 2 septembre, Himmler, bras droit d'Hitler, réunit les principaux chefs allemands à Gérardmer. Il leur ordonne de tenir les Vosges coûte que coûte jusqu'au printemps 1945. Ce délai est nécessaire pour mettre au point de nouvelles armes comme les avions à réaction ou les fusées V1 et V2. Les nazis espèrent encore retourner la situation. Saint-Dié était effectivement un point stratégique extrêmement important pour les Allemands comme pour les Français d'ailleurs. Et des combats très rudes ont eu lieu tout alentour. Et on peut dire que Saint-Dié était une ville martyre lors de la libération. La population va aider les Alliés d'une façon ou d'une autre. Et il y avait à Saint-Dié un service de renseignement donc, qui fonctionnait, qui était mené par le colonel Andlauer, donc qui était quelqu'un de Saint-Dié, et qui transmettait des messages radio donc aux Anglais, par rapport à la présence de chars dans le secteur, par rapport à la présence de convois de ravitaillement et compagnie. Donc ils ont envoyé des messages à Londres. Londres envoyait quelques chasseurs bombardiers qui mitraillaient les trains de munitions allemands et qui repartaient après. Et quand nous passions derrière la gare, j'entends ma mère crier « Couchez-vous dans le fossé ». Et là, les avions arrivaient qui mitraillaient la gare. Et je vous dis, le souvenir que j'ai, c'est qu'il faisait très beau ce jour-là. Le ciel était vraiment bleu. C'était, avec le recul, maintenant, je me dis qu'effectivement, il faisait beau, mais il y avait la mort aussi. Saint-Dié est en zone de guerre. Les Allemands réquisitionnent les vélos, les postes de radio. Il n'y a plus de journaux. Les déodaciens sont coupés du monde, sans nouvelles, sans ravitaillement et avec la crainte que la guerre éclate.
C'est la période la plus dure. Et puis est arrivé fin octobre, et là, la vie a encore une fois de plus changé, on s'est enfoncé. Alors là, dans l'attente, et puis la crainte en même temps. Il y avait les deux choses, je crois. Le 8 novembre, c'est la déportation donc des hommes. On vit cloîtrés. Les hommes sont partis, mais nous, d'autant plus que notre père n'était, à partir de ce moment-là, avec des faux papiers dans la poche, n'a pas bougé. Nous, je me souviens d'une nuit où des soldats sont arrivés à menacer mes parents que s'ils trouvaient un homme là, ils allaient le descendre. Et moi, j'étais en train de dormir en haut. Et je te dis pas l'angoisse de mes parents et de ma mère, surtout à ce moment-là. Puis bon, ils sont venus, ils sont un petit peu décédés quand ils sont arrivés dans ma chambre. Et ils m'ont pas tiré dessus. Bon, j'étais quand même jeune, un gosse, quoi. Voilà, ils sont repartis. Mais il y a eu des moments très très durs. La nuit, il y avait des soldatesques qui venaient tout casser. À partir du 19 octobre, les obus américains tombent sur la ville. Les gens se réfugient dans les caves. Et c'est les Américains qui nous ont bombardés et qui ont fait des massacres parce que les gens venaient voir à la mairie de la rue Stanislas les nouvelles, et il y a des gens qui ont perdu la vie, d'autres des membres, et il y a eu une période où les Américains n'étaient pas très bien vus. Ils nous libéraient, mais... Donc les Américains bombardent entre le 19 octobre et le 11 novembre, bombardent à plusieurs reprises la ville, et il y aura à peu près une trentaine de morts dus au bombardement américain. Bon. Qu'est-ce que font les Allemands ? Les Allemands qui se battent dans les forêts autour, qui essayent de les ralentir, à un certain moment, ils s'aperçoivent que il faut se replier sur la Meurthe. Donc comme les Allemands arrivent de l'autre côté, ils vont se replier de ce côté ici. Ils vont mettre le feu à la ville, à tout ce côté-là, parce qu'il est beaucoup plus facile de se battre pour défendre des ruines qui empêchent l'adversaire de se déplacer que de défendre des maisons avec des rues où il peut passer. Et en plus de ça, ça veut dire que les Allemands collent dans les pattes des alliés qui arrivent des femmes, des gosses, dans un état déplorable parce qu'ils ont faim, parce qu'ils crèvent de faim, parce qu'il y a des problèmes sanitaires, etc. On est en plein mois de novembre, il fait froid, il commence à neiger, il y a des inondations. Donc on envoie tous ces gens-là dans les pattes des Alliés en disant « le temps qui s'occupe de ces gens-là, ce sera toujours ça de gagner ». Baccarat est libéré. La ligne de la Meurthe est franchie. Les Allemands vont détruire Saint-Dié pour que les Américains ne trouvent aucun refuge. C'est l'évacuation, l'ordre d'évacuation de la rive droite sur la rive gauche. Et on se retrouve de nouveau dans l'évacuation. Et en fait, nous pensions toutes les deux que les lignes, c'était la ligne de front. Mais ce n'était pas la ligne de front, c'était la ligne de chemin de fer, en fait, qu'il a fallu passer de l'autre côté. La ligne de front, là, c'était terrible, parce qu'on se disait, on va partir sur les routes, et puis où est-ce qu'on va aller, et où est-ce qu'ils vont nous envoyer, où est-ce qu'on va atterrir, et comment est-ce qu'on va faire. Alors tout le monde se retrouvait là. C'était une cohue, on se bousculait. Et ce qui m'avait frappé, là, c'est une dame qui devait venir de Rovache, une dame âgée, qui avait une petite carriole, mais dans sa carriole, il n'y avait qu'une chèvre. Elle n'avait pas de bagages, elle n'avait rien avec la carriole et la chèvre. Elle partait. Pour quitter, on est parti à pied en poussant le landau de ma fille, avec tout ce que j'avais pu mettre d'autre devant, dessus. Et puis mon petit bonhomme marchait à côté. J'ai une de mes sœurs qui, elle, venait d'avoir son 5e enfant. Il avait peut-être même pas 15 jours, je crois, celui-là. Mais alors elle est partie, elle avait rien, que ses enfants. Les édifices religieux ne seront pas incendiés. Point de suspension, ils ont été dynamités. Ça fait, comme je vois les couchers de soleil tout rouges en ce moment, 3 jours et 3 nuits, la ville a brûlé. Ils ont mis des pains de phosphore dans chaque maison. Et ça a été tragique.
Ils ont ramené le chat, c'est la seule chose à peu près qu'ils ont ramené. Et puis la triste nouvelle à mes parents. Mes parents ont été d'un calme, ils n'ont rien dit, ils ont encaissé le coup de savoir qu'il ne restait rien. Donc les Allemands ont décroché à partir donc, du 19 et du 20 novembre, c'est ce qu'on appelle la libération de Saint-Dié. Parce que les Américains étaient chaussés de bottes de caoutchouc, donc on ne les entendait pas marcher. Ils pouvaient défiler comme ça par 100, 200, on ne les entendait pas marcher. Alors que pendant 4 ans, on avait entendu les bottes. Et déjà ça, c'est une opposition, si vous voulez. Les Américains arrivent le 21 novembre dans une ville à moitié détruite. C'est l'hiver, la survie s'organise, on loge chez les voisins, on construit des baraquements provisoires. C'était dur. Trop de familles malheureuses d'avoir perdu quelqu'un, et puis la ville n'était plus la ville. Ces tas de machins, et puis de l'autre côté, les commerçants faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était pas joyeux. Les Américains, avec leur matériel extraordinaire, qui ont fait les fameux ponts Bélé en mécano, comme un mécano. Tous les ponts avaient été démolis. Oui, à Raon aussi. Vous savez que nous avons été libérés en 1944 et que les cartes d'alimentation ont duré jusqu'en 1947. Je ne sais pas si vous vous rendez très bien compte. Il a fallu abriter les gens, et c'est pour ça qu'on a, à partir donc, de 1945, abrité les gens dans des baraques, qui pour beaucoup ont été fournies par les Suisses. Les Suisses nous ont beaucoup aidés dans la reconstruction, puisque ces baraquements ont été construits, fournis, clés en main. C'était en kit, c'était de l'IKEA. Ça arrivait, on avait le plan, et puis allez hop, d'après le plan, tac, 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 le mur de planche comme ça, la porte ici comme ça, hop, et en une journée, on avait terminé la baraque, quoi. Donc, ça veut dire que les gens ont vécu pendant, pour certains, 4 ans, 5 ans encore, dans les baraques, avant de trouver quelque chose en dur. D'ailleurs, quand ils ont voulu reconstruire, ils avaient fait appel à Le Corbusier, ça a été la catastrophe. Il n'y a qu'une usine à Saint-Dié, Claudet Duval, qui est Le Corbusier, parce qu'ils voulaient faire 5 ou 6 bâtiments où tout le monde aurait été logé, et puis de la circulation formidable autour. Enfin, ça a été vraiment la catastrophe pour les Déodatiens, parce qu'ils avaient tous leur petite charrette pour aller en course, ils avaient tous des dégagements de leur appartement un peu bric-à-brac, quoi. Et nous étions des partisans de Le Corbusier. Donc on défendait le projet de Le Corbusier. Ils ont été très déçus que ça ne se fasse pas, quoi. Mais bon, alors la construction, bien sûr, on a vu tout ça. Mais ce qui nous intéressait, c'était le projet de Le Corbusier. La reconstruction dura jusqu'aux années 50. Les prisonniers et déportés reviennent petit à petit chez eux. Certains ne reviendront jamais. Moi, mon mari a été déporté et il n'est pas rentré. J'ai jamais su ce qu'il était devenu. Alors on allait, je me souviens qu'avec mon beau-père, on allait à la gare quand il y avait des trains de déportés qui rentraient. Et il y en a même un une fois qui nous a dit « Ah, Jacques Quinet, ah bah oui, il est dans le train suivant ». Mais c'était pas vrai. Autre chose qui m'a aussi choquée, je l'ai déjà dit, mais c'est, je me trouvais rue d'Alsace aussi, le défilé, avec tout de même pas trop de foule, tout de même, des femmes qui avaient peut-être fréquenté des Allemands et que l'on a tondu. Ça, c'était horrible. Je me trouvais là par hasard, parce que jamais je ne serais allée voir ça. Alors là, je pleurais, je crois, de voir ces femmes qu'on avait tondues et qui ont obligé de défiler là dans la rue.
combien de jeunes femmes, de jeunes hommes sont morts pour effectivement au service de notre pays. Il faut bien que nous réfléchissions, que nous sachions qu'il fut un temps où des gens, à travers toutes les difficultés, malgré leurs blessures, malgré leurs souffrances, et ont travaillé, se sont engagés, ont risqué leur vie, sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons tous en liberté, dans un pays de liberté.